vais vous proposer un petit temps de conclusion chacun. Arnaud Leroy, sur peut-être un sujet que vous auriez aimé aborder parmi tous ceux qu'on n'a pas pu aborder, et un mot de conclusion sur ce débat. Je ne voudrais pas laisser croire qu'Emmanuel Macron n'a pas une position sur la question des travailleurs détachés. Donc là, et je prendrai un petit peu de temps, quitte à me faire rouspéter ou devoir rester un peu plus pour que les gens rattrapent, on est face au cancer de l'Union européenne. Si nous ne traitons pas cette question, les travailleurs détachés, c'est valable pour le routier, comme le BTP, chez les marins également, et ça commence à grignoter de plus en plus de secteurs. Il ne faudra pas s'étonner que l'Union européenne soit envoyée dans les cordes d'ici peu de temps. Comment vous procédez ? On travaillera, on regardera, on multipliera les contrôles. Christine a raison, c'est un texte aussi de protection, mais il faut qu'il soit appliqué, entièrement appliqué. Et on devra rediscuter rapidement des effets d'aubaine, notamment pour certaines agences nationales de placement de pays de l'Est qui utilisent la directive travailleurs détachés pour exporter une partie de leur chômage. Donc ça, il faut qu'on soit très vigilant et ferme à Bruxelles sur cette question-là. Sur la question de la logistique, moi je dis simplement, la France est aujourd'hui 16e dans le classement de la Banque mondiale. On décroche chaque année. Nous étions 12e en 2012, 16e en 2016. On a un plan qui vient d'être voté, qui a été travaillé avec l'ensemble des professionnels, qui a une composante portuaire très forte, très forte. Il faut qu'on puisse le mettre en œuvre. Donc nous, ce qu'on fera, de manière totalement humble, c'est de reprendre ce qui a été fait et de s'y tenir, avec des évaluations à mi-chemin. Quand on aura des problèmes, on travaillera beaucoup sur la simplification administrative, notamment sur le passage portuaire, sur la question de ces plateformes multimodales que moi aussi, essaie de promouvoir. Par contre, qu'on travaille sur la complémentarité des modes, c'est essentiel, notamment quand on arrive en ville, donc parce qu'il y a la question du dernier kilomètre qu'on a peu évoqué, la question des villages fret, et on pourrait regarder ce qui s'est passé notamment en Allemagne sur cette question, il faut qu'on puisse avancer sérieusement sur la mise en œuvre du plan France Logistique 2025 qui a été initié par Emmanuel Macron en son temps. On a l'outil, il a été fait sur la base de consultations fortes et longues avec l'ensemble des partenaires, que ce soit collectivités territoriales et professionnelles. La recette est là, à nous de la mettre en œuvre, avec un objectif, la France dans le top 5 de la logistique en 2025. Voilà l'objectif. Et je terminerai par la conclusion que vous m'avez donnée, s'il vous plaît, simplement pour rappeler les lignes forces de ce qu'on propose. On propose des investissements, donc 5 milliards assez fortement sur la question du transport du quotidien, que c'est là notre priorité, la mobilité de l'usager, la question de la performance. On n'a pas évoqué la question qui fâche, mais qui est importante pour nous, la question de la soutenabilité de la dette historique de SNCF, et je prends 2 minutes pour en parler. Emmanuel Macron est pour la reprise de cette dette historique, parce que, non, c'est pas nouveau. Nous, vous savez, on est assez francs. Et faire croire que c'est une dette SNCF, je pense que le mensonge a assez duré. Donc on est à l'orée de difficultés pour une compagnie si on n'assume pas cette question-là. Donc nous reprendrons cette dette historique qui est une dette d'État et pas une dette attachée à la société. Les 45 milliards ou juste la dette dette historique. La dette historique de SNCF Réseau. Voilà. C'est ça qu'il faut qu'on en discute, qu'on fasse, parce que c'est l'enjeu. Vous la transférez sur l'État ? Mais c'est une dette d'État. Parce que je peux vous dire, monsieur, si vous connaissez un peu le financement de tout ça, si c'était une dette SNCF, je peux vous dire que la SNCF ne trouverait pas un copec pour se financer. Moi, je vous le dis ce soir, à 22h, à 21h30, nous sommes pour la reprise de la dette réseau historique. C'est noté, dit monsieur. Laurent Courtois, un mot de conclusion. Ouais, sur la dette, évidemment que nous allons reprendre la dette qui est... Vous inquiétez pas, nous aussi on l'avait bien noté en son temps avec la séparation de RFF et de la SNCF. Et la dette doit être apurée par l'État. C'est l'État qui a engagé cette dette et qui l'a développée. Maintenant, il y a la question du temps pour apurer cette dette. Là aussi, c'est quelque chose qu'on doit planifier. Et mon petit doigt me dit que je ne pense pas qu'on puisse l'apurer complètement sur un quinquennat. Étant du secteur, je sais un peu ce que tout ça coûte.
notamment dans la régénération du réseau. Et je pense qu'il nous faudra 2 ou 3 quinquennats pour pouvoir apurer cette dette, et en ayant des choix, en faisant des choix stratégiques sur là où on veut porter la priorité des budgets. Sur l'organisation, plus largement. La gestion par activité, la gestion par morceaux d'entreprise est une aberration. C'est une aberration. Ce n'est pas quelque chose d'efficient économiquement. J'en veux pour preuve une étude qui vient de sortir aux Pays-Bas, dans une ville, une petite ville qui s'appelle Delft, où on met en exergue le coût des transactions entre services d'une même entreprise, entre services, entre collectivités, et on estime que quand vous mettez en relation les coûts de transaction entre les structures de services et les structures d'infrastructure, ça vous coûte 3 fois plus cher par rapport à une entreprise intégrée. On peut le faire au niveau de l'entreprise, on pourrait le faire au niveau des collectivités locales. Voilà. Donc ce sera votre mot de la fin sur une SNCF réintégrée, c'est ça? Oui, soutenir une SNCF réintégrée et plus largement, dans le cadre d'une planification écologique, je le rappelle, réorganiser complètement notre système de transport. Merci. François Devoyer, un mot de conclusion? Merci. Oui, j'ai un seul regret après ce long débat passionnant, qu'on ait peu parlé des entreprises, les entreprises privées. Ce sont elles qui créent la croissance et c'est à l'État de leur offrir un écosystème qui les protège et leur permette justement d'irriguer les grandes infrastructures. Excusez-moi, mais si c'est comme Alstom, j'ai un doute. Je parle, pardon, vous avez raison de me le faire préciser, TPE, PME, qui Parce que là, peuvent devenir des ETI. pour le coup. Je parle de tout le tissu économique des transporteurs dans la logistique, effectivement moins des grands groupes qui parfois n'ont pas joué vraiment le jeu vis-à-vis de nos concitoyens. Mais donc toutes ces petites entreprises, ce sont elles qui vont créer la croissance de demain. Aujourd'hui, elles en produisent 50%. Demain, j'espère davantage. Et elles ont besoin de nos infrastructures. Elles ont besoin de tout notre écosystème. Elles ont besoin de l'État pour protéger ces canaux, ces routes, ces ports, ces rails qui sont un peu les artères et les veines d'un pays. Et il faut donc que l'État, pour permettre aux entreprises de croître, eh bien, garde ces infrastructures, les sanctuarise, les protège, font que nous ne laissions pas à nos enfants une France moins bien reliée que celle qu'ont connue nos parents. Donc, on arrête une politique qui consiste plutôt à repeindre un train qu'à rénover une voie, ou qu'à lancer un taxi-mouche sur une distance misérable, plutôt qu'à draguer une rivière ou à grandir un canal. On revient à des infrastructures solides qui servent l'économie réelle. Voilà. Merci. Christine Revaud-Dallon. Oui. Les transports, ça traverse les 3 piliers du développement durable. Économique, social, environnemental. Et dans la table ronde introductive, je ne me souviens plus qui, pardonnez-moi, indiquait qu'on ne faisait pas d'investissement dans les transports s'il n'y avait pas de croissance. Et moi, je pense que les transports peuvent participer à la relance de la croissance. Et j'y crois profondément. Et c'est pour cela que investir dans les transports, et c'est la raison pour laquelle Benoît Hamon porte l'idée d'élever le plan Juncker, non pas à 500 milliards tel qu'il l'est aujourd'hui, mais à 1000 milliards, en l'accent sur les questions de développement durable, je pense qu'il faut absolument avancer dans ce sens-là. Et faire évoluer aussi ce plan Juncker pour que les investissements publics, et on sait très bien que dans le domaine des transports, c'est principalement des investissements publics, ils puissent être possibles et ils puissent être accompagnés au niveau européen, qu'il y ait aussi à ce niveau-là un accompagnement bien plus grand que celui qu'on connaît aujourd'hui. Il est bien trop faible. On l'a vu dans les premiers résultats du plan Juncker, il n'y avait quasiment rien ou alors uniquement sur les routes et c'est regrettable. Il faut aussi véritablement qu'on soit un peu meilleur en termes de fiscalité écologique parce qu'on est au 24e rang. On est très mauvais aujourd'hui encore parce qu'on n'a pas osé franchir le pas et là il va falloir le franchir
encore une fois, être éco-citoyen. On investit dans les transports. On sait que les transports peuvent être source de pollution et donc il y a un investissement. Et cette fiscalité environnementale est importante et c'est pour ça que Benoît Hamon préconise cette écotaxe au niveau régional. Dans les autres recherches de financement que je n'avais pas détaillées tout à l'heure, il sera aussi envisageable, parce que cela a été dit par Philippe Duron en propos introductifs, la FIF, on le sait, il lui manque 1 à 2 milliards par an pour remplir son carnet de commandes annuel. Donc il faudra envisager l'émission d'obligations d'État pour accompagner, abonder cette enveloppe et permettre les grands investissements. Si et vous je aviez fait rappelle, l'écotaxe, encore on une n'en serait pas fois, là. je parle des grands investissements de régénération en priorité. Je crois qu'on peut remercier nos 4 représentants. Je voudrais aussi relayer très volontiers un regret qui a été partagé sur les réseaux sociaux depuis le début de la soirée, c'est que vous soyez la seule, Christine Revaud-Dallon, la seule femme avec Elisabeth Borne qui est ici présente, qui a été présente aussi dans les films, les 2 seules femmes qui ont représenté les transports ce soir. C'est un regret partagé. C'est une image aussi de la non-mixité dans le monde des transports. Bon, je vais demander à Louis Nègre et à Philippe Duron de me rejoindre pour quelques mots de conclusion très courts. On a vu quelques petites choses, messieurs. Il y a quelques points de divergence. Je pense à la concurrence. Je pense au chemin vers la décarbonation, évidemment aux infrastructures. Et puis a surgi en fin de réunion un vrai désaccord sur la SNCF, sur sa consistance. Il y a quand même des désaccords entre les candidats. On a dit souvent que les transports étaient une question consensuelle. Il y a des vrais désaccords qui ont été exprimés ce soir. Vision aussi de l'organisation de la gouvernance qui sont radicalement différentes. Il y a des candidats qui sont profondément jacobins et qui sont assez dirigistes, hein, et d'autres qui sont beaucoup plus girondins et décentralisateurs. Hein. Là, on a effectivement 2 visions de l'approche. On a effectivement des visions aussi qui sont très différentes quand il s'agit des grands projets. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que tout le monde dit il faut, il faut privilégier la régénération des infrastructures. C'est vrai. Mais il y a des exceptions. Mais il y a des exceptions. Alors ces exceptions, elles peuvent se justifier par les traités internationaux, elles peuvent se justifier par des consultations politiques, mais ici, il y a une divergence de vues entre ceux qui veulent mettre fin à certains grands projets, tels SNE, et d'autres qui disent non, ces projets sont engagés, il faut respecter les engagements. Et puis, il y a une approche mixte, hein, qui a été défendue par Christine Revaud-Dallon, qui dit on fait des conférences de consensus pour essayer de trouver une porte de sortie. Voilà, ça c'est 2 des choses qui, moi, ils m'ont beaucoup frappé. Puis je trouve aussi, alors là j'étais un peu frustré, sur le financement des infrastructures. Et quand on parle de la régionalisation de la taxe poids lourd, moi j'ai petite inquiétude, parce que la régionalisation des taxes poids lourds, ça veut dire un meilleur financement des infrastructures pour les régions. Et en ce sens, on ne peut pas le regretter. Mais en revanche, ça ne résout absolument pas la question des financements, j'allais dire, de l'État et de la nation. Hein. Donc, c'est une chose qui ne va pas forcément apporter les fonds nécessaires pour de grands projets qui sont ceux de l'État ou pour les besoins de régénération qui sont engagés par l'État. On va pouvoir effectivement, dans les jours qui viennent, faire un peu de vérification, de fast-checking de ce qui s'est dit ce soir. Louis Nègre, on a vu que les représentants avaient travaillé leur dossier. La qualité du public, que je tiens encore à remercier, remercie d'abord les représentants des candidats, mais le public aussi qui a résisté à 3 heures. C'est rare, c'est très rare. Donc merci, merci d'avoir résisté à ça. Moi, je voudrais simplement m'arrêter sur 2 choses. La première, sur l'ouverture à la concurrence, puisque j'ai été directement visé. Effectivement, je vais avoir cet honneur et cette difficulté sans doute de porter une PPL, une proposition donc de loi, avant la fin du semestre, sur l'ouverture à la concurrence.
Alors je vais dire à notre collègue députée européenne, dont j'ai cru comprendre le message qui était encore un instant, Monsieur le Bourreau, je vais lui dire que ça fait jamais que 26 ans. Madame la députée européenne, vous êtes où? Elle est là-bas. Voilà. Ça fait 26 ans qu'il y a une directive depuis 91 qui demande cette ouverture à la concurrence. Alors, on peut attendre encore 2-3 ans, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fera avancer l'Europe. En tous les cas, je suis ouvert. Voilà mon message. Je suis ouvert à recevoir tous ceux qui voudront être auditionnés avec le président donc, de la Commission du développement durable au Sénat pour bâtir ce texte. Tout le monde est le bienvenu. Voilà. Le deuxième message, c'est sur le diesel. Alors, le diesel, j'ai entendu, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui disent que c'est bobo et l'autre qui disent que c'est de la ruralité. Vous avez raison, le diesel pollue. Ce qui pollue énormément, c'est le parc ancien. Et si on avait une attitude responsable et raisonnable, la priorité des priorités n'est pas de s'attaquer à l'Euro 6, mais de s'attaquer au parc ancien qui, lui, pollue énormément. Et là, nos politiques manquent un peu de courage, Pierre. Ils manquent un peu de courage parce que si vous voulez faire diminuer ce parc ancien, eh bien, il va falloir aider les gens à changer de véhicule. Et je rajouterai, et on n'en parle pas assez, personnellement, vu ce que j'ai vu et l'étude que j'ai faite au Sénat, m'amène à penser qu'il faut aller vers la décarbonation le plus vite possible. C'est un problème de santé publique. J'étais membre de la commission d'enquête donc sur la pollution avec 100 milliards de dégâts. Mais j'attire votre attention les uns et les autres. Très bien de viser le diesel. Et à côté, personne ne me parle des moteurs à essence, alors que les nouveaux moteurs à essence polluent, font des particules fines. Qu'est-ce que c'est que cette vision très particulière? Non, c'est l'énergie fossile, ce sont les moteurs thermiques qui nous posent de gros problèmes. Et aujourd'hui, on a des moteurs à essence qui polluent au point que les ratios, désormais, les tableaux de la Commission européenne sont à peu près semblables entre l'essence et le diesel. Voilà, donc allons le plus vite possible vers la décarbonation. Et je constate que si tout le monde est d'accord sur la rénovation et la maintenance, ce qui est un point positif, parce que là, on a suivi la commission mobilité 21 de Philippe Duron, que je tiens. Voilà, je tiens à remercier, à féliciter le président parce qu'il a dirigé Mobilité 21 avec une grande efficacité et il a obtenu un consensus, ce qui est rarissime. Et donc, j'ai par contre constaté que dans les grands investissements, il y avait encore un peu de marge dans ce domaine-là. Et j'étais un peu déçu qu'un représentant d'un candidat ait évoqué le problème de la TVA et de la non-baisse de la TVA. Finalement, on motive que l'argent, c'est de l'argent, et donc il fallait réfléchir. Louis C'est Nègre. un produit de première nécessité, le transport. Louis Nègre, Il y a Philippe eu un Duron. scoop Je vous aussi à la fin. Il y a Oui. eu un scoop à la fin. Le scoop à la fin, c'est le rachat, Désendettement. le désendettement Désendettement de la SNCF, c'est une des infos de ce soir. C'est une des infos de ce soir, partagée par deux candidats qui avaient des options assez différentes. Je vous propose, Louis Nègre, Philippe Duron, de poursuivre le débat juste à côté. Mais permettez-nous de remercier. Ou un cocktail. Louis a remercié Voilà. Avant de remercier, les candidats, avant les de remercier représentants tout le des monde. candidats. Il a remercié le public. Je voudrais aussi remercier Mobilette, avec qui nous avons préparé cette réunion. Remercier le conseil scientifique de TDIE, qui, derrière Michel Savy, a énormément travaillé depuis 8 mois pour mettre au point la plateforme. Et puis remercier l'équipe de TDIE et toutes les équipes de Mobilette, également, et de Mobilette, qui ont énormément travaillé. Merci Pierre, merci Fabrice, merci Sonia, merci à toutes et à tous. Et bonne soirée autour d'un verre ou à très bientôt pour continuer à faire avancer la cause des transports et de la mobilité. Merci à vous.